minutes, 3 minutes avant. Yofi, shalom à toutes et à tous, on est très contents. Grâce à Midrashet Yehuda, on se retrouve pour le troisième volet de ces grands qui ont fait l'histoire du sionisme et tu veux nous parler du natif de Vologine. Bechavod. Yofi, Tov, alors bonjour à toutes et à tous. Et on va pouvoir commencer notre étude tout de suite. Alors évidemment, comme ce n'est pas notre horaire habituel et pas notre jour habituel, le cours sera un petit peu plus court que d'habitude pour des raisons techniques, mais tout ira bien. Rabotai, Arav, Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin. On va commencer par la fin. On va commencer par la fin en vous disant qu'il y a en Israël un kibbutz qui porte son nom, qui s'appelle Ein Natziv. Alors, vous allez me dire, il n'est pas le seul à avoir un kibbutz à son nom, mais lorsque vous avez un rabbin qui a un kibbutz à son nom, c'est que son investissement pour l'idéal de la terre d'Israël est évident. D'ailleurs, le kibbutz ne s'appelle pas seulement Ein Natziv, mais dans le kibbutz, il y a 3 sources. Et l'une s'appelle Ein Naftali, l'autre s'appelle Ein Tzvi, et la troisième s'appelle Ein Yehuda. Oui, parce que le Natziv, c'est 3 petits prénoms, c'est Naftali, Tzvi, Yehuda. Alors maintenant qu'on a dit ça, on peut revenir à son origine. Le Natziv de Vologine, donc vous aurez compris que Natziv, c'est les initiales de Naftali, Tzvi et Yehuda. Et le Bet, c'est le mot Berlin, parce que la famille, effectivement, venait de là-bas et c'était le nom de famille. Maintenant, le Natziv de Vologine, je voudrais dire comme introduction, les amis, qu'il est à la croisée des chemins. Alors, en termes d'époque, on est la même époque que on a vu la semaine dernière le Rav Chayal Kalai, que la semaine d'avant le Rav Moaliver. Il va naître en 1816, il mourra en 1893. Donc, on est vraiment dans ce 19e siècle qui voit la renaissance nationale du peuple juif. Vous remarquez donc qu'il meurt avant le Congrès. Il fait donc partie de ce qu'on appelle les Chovevei Tzion. Mais là, je suis en train d'aller un petit peu trop vite. On va revenir au Chovevei Tzion un petit peu plus tard. Le natif de Vologine est tout d'abord l'héritier d'une très très grande lignée, mais il est également la fin d'une époque et en même temps la charnière avec le début d'une autre époque. Le natif de Vologine, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, n'est pas du tout le même style dont on raconte l'histoire. On dit, oui, très jeune, il était reconnu comme étant le Ilouï, comme étant un érudit extraordinaire. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on peut dire sur le natif de Vologine. J'irais même jusqu'à dire c'est l'inverse. Jusqu'à ses 11 ans, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il est un élève médiocre. Bien que son père ait tout fait pour qu'il ait droit à la meilleure éducation juive, et finalement, une famille qui est très reliée et qui sont des Talmidei Chachamim, ils vont l'emmener à la yeshiva de Vologine. Alors il est tout jeune, il n'a que 13 ans. Il ne va pas aller étudier véritablement à la yeshiva de Vologine, bien évidemment pas à cet âge-là. Mais dès son plus jeune âge, l'ancien Rosh Yeshiva de Vologine, qui s'appelle Rabbi Yitzhak de Vologine, voit en lui une qualité qu'il n'y a chez que très peu de Bachurim. Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas l'érudition, mais c'est l'abnégation. C'est le fait de ne rien lâcher. Et effectivement, dès qu'il se rend compte qu'il n'y arrive pas, au lieu de lâcher l'éponge, il va redoubler d'efforts et il va s'enfermer et étudier jusqu'à ce que ça rentre. Et c'est cette qualité-là que lui reconnaît le Rosh Yeshiva, Rabbi Yitzhak de Vologine. À tel point, il lui reconnaît cette qualité-là, que c'est lorsque le natif n'a que 13 ans et demi, il vient de faire Bar Mitzvah, que Rabbi Yitzhak va le marier avec sa fille. Vous imaginez? Oui, il se marie donc très très jeune. Il se marie avec sa femme, Raina Batia, et il va grandir, petit à petit. Et effectivement, lorsqu'il aura passé 25 ans à s'enfermer à étudier, il pourra sortir et commencer à bosser. C'est quoi bosser? Au début,
il ne prend pas la tête de la yeshiva, puisqu'il y a un autre personnage qui s'appelle Rabbi Eliezer Yitzhak. Et ce Rabbi Eliezer Yitzhak, qui est le premier khatan de Rabbi Yitzhak de Vologine, qui n'a pas eu de fils, il n'a eu que 2 filles. Donc le premier khatan s'appelle Rabbi Eliezer Yitzhak, et c'est lui qui va remplacer Rabbi Yitzhak de Vologine à la tête de la yeshiva. Mais Rabbi Eliezer Yitzhak meurt très rapidement et très jeune. Et donc c'est en 1953, et vous pouvez faire le calcul tout seul, en 1953, eh bien, le Nativ n'a même pas 40 ans. Il a à peine 37 ans, et ça me paraît complètement fou, hein, parce qu'il a 37 ans et c'est mon âge. Donc je me dis, mais attendez, mais où on est? À 37 ans, il devient tout simplement le nouveau Rosh Yeshiva de Vologine. Et là, nous devons en dire un petit mot, parce que la Yeshiva de Vologine, ce n'est pas Stam une Yeshiva. Lorsque le natif va grandir là-bas, il ne grandit pas dans un autre Beth Midrash. La Yeshiva de Vologine est appelée par tous la mère des Yeshivot. En d'autres termes, la Yeshiva de Vologine, c'est de là que tout se passe. Qui a créé la Yeshiva? Le Gaon de Vilna avait un grand élève qui s'appelait Rabbi Chaim de Vologine. C'est lui qui va créer la Yeshiva de Vologine. Alors Vologine, c'est où? C'est en Lituanie. Aujourd'hui, il ne reste évidemment rien de la Yeshiva. C'est un bâtiment. Si tu ne sais pas que c'était la Yeshiva, tu ne peux pas savoir. Et puis, ce n'est pas un bâtiment, tu sais, de 12 étages. C'est une petite maison qui ne paye pas de mine sur un étage. En fait, c'est quoi? C'est une salle où il y a des bouquins. C'est un petit Beth Midrash. Mais en fait, de ce petit Beth Midrash, eh bien, tout va partir. Rabbi Chaim de Vologine a un fils qui s'appelle Rabbi, comme on a dit, Yitzhak de Vologine. Et à la suite de Rabbi Yitzhak, après un intermède très court de Rabbi Eliezer Yitzhak, eh bien, c'est le natif qui va prendre la tête de la yeshiva. Et là, tout change. Tout change. Parce que le natif a une façon d'étudier et de concevoir la Torah qui va, d'un côté, faire la scission avec ce qu'il y avait avant, mais d'un autre côté, va tout simplement reprendre ce qu'il y avait avant. De quoi je parle? Alors que dans les yeshivot de Pologne, de Lituanie, l'heure est au pile-poule, l'heure est à la Gemara et à l'étude, vous savez ce que c'est le pile-poule, c'est quand on fait comme ça, de la Gemara. Eh bien, le natif de Vologine, pour lui, il faut revenir au pshat, il faut revenir au sens premier, à une explication beaucoup plus, je ne vais pas dire simple, mais première des choses. Et en cela, en fait, il revient à l'enseignement du Gaon de Vilna. C'est pour ça que je dis que d'un côté, c'est une rupture, mais d'un autre, il est la continuité tout simplement de ce qui se faisait avant. Il y a un homme qui est passé par la yeshiva de Vologine qui s'appelle Chaim Nachman Bialik, et lorsqu'il parlera du natif, il parlera de Hamatmid, celui qui n'arrête jamais. Et pour ce qui est de la yeshiva, il l'appellera, comme je vous ai dit, la mère des yeshivot. Les amis, le natif de Vologine, eh bien, il n'a pas que des amis. Ça veut dire quoi? D'abord, que les choses soient bien claires. Il a une personnalité qui fait l'unanimité. Le natif de Vologine, c'est un gentil. C'est un mec hamoud. C'est un mec chaud, sympathique. C'est un mec, tout le monde a envie d'être avec lui. Il est véritablement un papa pour ses élèves à la yeshiva. Et c'est uniquement, non pas uniquement, mais c'est en grande partie grâce à son charisme et à cette chaleur humaine que lorsqu'il arrive à la yeshiva, il y a 100 élèves. Lorsqu'il en devient le Rosh Yeshiva, il y en a 500. C'est énorme. Et il a un contact personnel avec chacun des élèves. Nombre sont les témoignages de ceux qui diront que le natif va balayer lui-même la nuit les couloirs de la yeshiva et les pourtours de la yeshiva pour que les élèves trouvent un endroit propre. C'est lui qui va vérifier que les élèves aient chacun un endroit où dormir. C'est lui qui ira parler avec chacun de ses élèves. Donc on a vraiment un personnage qui est un papa, un papy. Quand on regarde la photo connue du natif, il a déjà une vieille barbe blanche et des grandes de chez les mais ce n'est pas une finesse et une justesse absolue. Il est temps de parler un petit peu de sa Torah.
Canaïm de Jérusalem, c'est-à-dire un des grands, on va dire, il est en Israël, mais il est très opposé au sionisme laïque. Alors que d'un autre côté, vous avez le Rav Meir Bar-Ilan, il a changé son nom de Berlin en Bar-Ilan, qui va devenir un des grands acteurs du mouvement Mizrahi. Alors, c'est justement de là dont on parle. Avant de parler de sa Torah, il faut qu'on parle de son activité pour la terre d'Israël. Car le natif est animé par la terre d'Israël. Il est animé par le fait de pouvoir retourner en terre d'Israël. Et donc, eh bien, il va tout simplement être placé à la tête de ce qu'on appelait à l'époque l'organisation de Chovevet Zion. Pour lui, le natif, le retour en terre d'Israël, l'éveil du peuple juif à la terre d'Israël n'est absolument pas anodin, c'est la volonté de Dieu. Et alors, que faire de tous ces juifs qui ne sont pas religieux et qui viennent en Israël? Oui, vous vous rappelez quand on a parlé de la première Aliyah en 1882, eh bien, ce sont principalement des religieux. Mais petit à petit, il y a d'autres personnes qui arrivent et qui ne sont pas religieux. Comment faire face à cela? Eh bien, lorsque vous avez des non-religieux qui vont arriver en Israël, il y a plein de rabbins qui vont commencer à dire on se désolidarise du mouvement sioniste, pas le natif. Et au contraire, le natif nous dit les juifs qui sont en train de revenir aujourd'hui et qui ne sont pas religieux sont à mettre en corrélation directe avec les juifs qui reviennent avec Ezra à Shivat Zion. Et ces juifs-là, ils ne sont pas religieux non plus, mais ils sont appelés ceux que Dieu aime. Le natif de Vologine va écrire un texte extraordinaire. Un texte extraordinaire qui s'appelle Acharit Kebereshit, dans lequel il va dire la chose suivante. Il est complètement interdit de dire comment doit avoir lieu la Géoula. Comment ça? Il est interdit de dire la Géoula doit avoir lieu de telle ou telle façon par telle ou telle personne. Et il est encore plus interdit, je cite donc les paroles ici du natif de Vologine, qui dit il est interdit de penser que la Géoula ne peut pas venir par des gens non religieux. Et il est impensable aussi de penser que si ceux qui sont à la tête de la résurrection sioniste, eh bien, ce ne sont pas des religieux, c'est très grave de dire que le peuple juif ne les suivra pas. Et continue le natif en disant, c'était la faute de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu, Dieu l'envoie au devant des Bnei Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Vemlo ya'aminu li, vemlo yishmeu bekoli, vayomru lo nira elecha Hashem. C'est-à-dire, nous dit Moshe Rabbeinu, ils ne me croiront pas. Ils diront, c'est pas vrai, Dieu, il t'a pas parlé. Qu'est-ce que fait Dieu à ce moment-là? Il lui dit, mets ta main dans ta veste, et elle ressort blanche avec la lèpre. Or, vous savez qu'est-ce que c'est la lèpre? C'est quand on dit du Lachon Hara. En d'autres termes, nous dit le natif de Vologine, Moshe Rabbeinu a dit du Lachon Hara sur le peuple juif. C'est quoi le Lachon Hara? C'est qu'il leur a dit, vous n'accepterez pas, enfin, ce que dit Moshe, ils n'accepteront pas un libérateur, un Mashiach, quelqu'un qui ne ressemble pas à un religieux. Et dit Moshe, moi je ne ressemble pas à un religieux, moi j'ai grandi en Égypte, je parle égyptien, je suis habillé comme un égyptien, aucun rapport. Il dit le natif de Vologine, Akadosh Baruch Hu a mis dans la main de ces gens-là qui n'étaient pas religieux la capacité, eh bien simplement, de dévoiler la volonté divine. Nous avons le devoir d'y participer. Les amis, c'est un peu de ça dont on parle. Maintenant, évidemment, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. À la tête de la yeshiva, eh bien, il va y avoir quelqu'un qui est absolument pas d'accord avec lui. Mais alors, comment vous dire? Pas du tout d'accord avec lui. Ça va même faire un tel problème que finalement, ils vont devoir demander l'avis d'un autre rabbin, enfin de 4 dayanim, pour finalement les départager. Pour les départager parce que ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est cette grande différence? C'était est-ce qu'on doit continuer à apporter notre soutien à l'idéal sioniste alors que y a des gens qui ne sont pas du tout dans le délire. Parmi ses plus grands opposants, c'est celui qui va devenir le co-Rosh Yeshiva pendant un temps, mais qui va être mis de côté après. Eh bien, il s'agit tout simplement du mari de sa petite fille, Rabbi Chaim Soloveitchik, qui va devenir plus tard Rabbi Chaim de Brisk.
Lui, Rabbi Chaim de Brisk, est un palpélan et est opposé au sionisme. Le natif est un pashtan et il est pour le sionisme. Alors oui, évidemment qu'il dira qu'il faut que la direction du mouvement sioniste soit dans le respect de la Torah. Mais il dit, mais le fait est que si ce n'est pas le cas, eh bien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors évidemment que lui, en tant que rabbin, il dit il faut que ça respecte la Torah. Et vous connaissez un rabbin qui dit qu'il ne faut pas que ça respecte la Torah. Mais il voit très bien l'avancée. Lorsque Pinsker, Yehuda Leib Pinsker, est pressenti pour devenir le nouveau patron du mouvement sioniste de Chobevei Tzion, eh bien, le natif s'oppose. Et il va réussir dans son opposition à rester lui, celui qui donnera les consignes finales. Donc, il se bat pour la Torah, mais il comprend que le processus qui est en train d'être mis en place en Israël, eh bien, c'est tout simplement la main de Dieu. Mais 2 secondes. Est-ce qu'il est toujours le Rosh Yeshiva de Vologine? Eh bien, en fait, il terminera, et c'est lui qui fermera la Yeshiva de Vologine. Il fermera la Yeshiva de Vologine en 1892. Pourquoi il la ferme? Eh bien, parce qu'il y a une pression grandissante de la part des autorités russes, oui, car à l'époque c'est la Russie, qui lui oblige de changer tout l'ordre, enfin le céder de l'étude à la yeshiva et lui impose d'enseigner à la yeshiva non seulement le russe, mais également toutes les matières chol qui doivent être enseignées par des professeurs russes qui ont des diplômes reconnus en Russie. Et là, le natif dit c'est pas possible, les gars. Allô, vous ne pouvez pas nous obliger. C'est pas que je suis contre le fait d'apprendre des autres choses, des choses rôles, mais vous ne pouvez pas, vous, nous obliger qu'est-ce qu'on va étudier à la yeshiva. D'autant plus que ce n'est pas 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Les Russes ont dit vous devez faire de 9h du matin à 3h de l'après-midi du rôle. Et vous n'avez pas le droit d'étudier après 20h. La TV dit si c'est comme ça, on ne peut pas réouvrir, on ne peut pas continuer la yeshiva. Et il va fermer la yeshiva. Il va fermer la yeshiva, ça va lui briser le cœur évidemment, et 1 an plus tard, il mourra. Mais revenons 2 secondes. Donc le native, c'est une Torah qui revient aux sources. Vous imaginez le Rosh Yeshiva de la meilleure de toutes les yeshivot, le Shiur Klali, le cours hebdomadaire qu'il va faire, c'est pas sur de la Gemara, c'est pas sur un Parashat Hashavua, en Chumash. Et ça, c'est une nouveauté énorme. Personne n'étudie le Chumash. De ces études-là va sortir un livre extraordinaire, duquel le Rav Kook dira, celui qui connaît ce livre-là, Yachar vers il y a tout dans ce livre. De quoi Davar. Le Emek Davar, c'est le commentaire du natif de Vologine sur la Torah, et il y a tout dedans. Il y a tout l'héritage de la Torah des Yeshivot, du Gaon de Vilna, et en même temps, tout l'amour du Pshat et l'amour du retour à la terre d'Israël. Par exemple, dans ce livre, à Emek Davar, eh bien, lorsqu'il y aura marqué je vous disais la terre de Canaan pour être pour vous un Dieu, il ne va pas se contenter de reprendre la Gemara dans Ketubot qui dit que celui qui n'habite pas en Israël ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Il dit tout simplement, il n'y a pas de plus grand engouement pour un juif que de vouloir venir habiter en Israël. Et cette mitzvah-là doit prendre le pas sur toutes les autres. Les amis, le natif de Vologine va être connu et reconnu, comme j'ai dit, par sa chaleur humaine, mais aussi par le fait qu'il s'éloigne de toute marloquette. Il ne veut pas rentrer dans la marloquette. Pour lui, l'ardout, l'amour dans le peuple juif, et pas seulement dans des gens que tu ne connais pas. C'est facile de dire, ouais, on est Meuchad avec tous les gens du Ham Israël, mais en fait, tu ne les connais pas. Pour lui, chaque personne de sa communauté, de la yeshiva, on ne peut pas laisser une marloquette passer la nuit, il faut régler le problème. Et c'est pour ça qu'il s'oppose fermement en Pologne et en Lituanie à ce que, pour faire ce que les gens des communautés de Hongrie et d'Allemagne avaient fait avant eux, à savoir se détacher entre les communautés orthodoxes et les communautés qui voulaient le peuple juif, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas seulement quelqu'un qui va écrire des livres sur le Pshat. Il revient aussi sur tous les enseignements de toutes les générations. Il écrit un commentaire du Sifra, du Sifri, donc des enseignements des Tanaïm. Il va écrire un commentaire extraordinaire qui s'appelle Emek sur les Sheiltot de Rav Achai Gaon. Donc il est complètement relié avec le Talmud, avec les Géonim, mais d'un autre côté,
avec le renouveau de la Torah du Pshat. Pour lui, le plus important, c'est lorsqu'il y a l'appellation de nos sages à propos du livre de Bereshit, lorsqu'ils nous disent qu'il s'appelle Sefer HaYashar. Il m'a dit oui, c'est parce que la vôtre était Yesharim, des gens bien, des mensch, comme on dit en arabe. Et pour lui, c'était ça qui était le plus important. Rester quelqu'un de bien. Et c'est pour ça qu'il va donner un commentaire absolument incroyable, toujours dans le Emek Davar. Il dit la chose suivante. À propos du verset de la Torah, dans le livre de Dvarim, qui nous dit Ishamer lecha ushmor nafshecha meod pen tishkach et adevarim asher ra'u einecha. Fais très attention de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. On parle du Mahamad al-Sinai. Nous dit le natif de Vologine. Parce que ce verset-là est amené dans la Mishnah dans Pirkei Avot. Et la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Kol hashocheach davar echad b'mishnato ma'aleh alav hakatuv ke'elu mitrayev benafsho. Tout celui qui oublie une chose de son étude, eh bien c'est comme s'il était passible de mort. Nous dit le natif, 2 secondes. Nous avons une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. Donc comment y a-t-il un risque que tu oublies? Puisque le verset nous dit fais très attention de ne pas oublier. Il n'y a pas de risque puisque tu étudies la Torah tous les jours. Tu ne vas pas oublier. Et là, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit Al-Yede Esek Pilpula Shel Torah Yechol Shenefach Lo Leroetz Chas Veshalom. Des fois, à force de pilpouler, d'étudier comme ça la Torah, tu risques de tout oublier et ça deviendra pour toi une épée à double tranchant. Mais comment ça? Bien oui, dit le natif de Vologine. Si à force de ton pilpoul, tu en viens à te séparer de ton frère juif, c'est que tu ne te rappelles plus Hadavar Haechad. Mais c'est Hadavar Haechad. La première parole, le fait que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à tout le peuple juif. Il ne s'est pas dévoilé qu'aux religieux, il s'est dévoilé à tout le monde. Et donc il faut que ta Torah elle soit un lien et un ciment pour le peuple d'Israël et non certainement pas une séparation. Le natif a une telle profondeur dans son regard et dans sa Torah et une telle vérité qu'il y a un homme qui va venir à la yeshiva de Vologine. Il va y rester 1 an et demi à peine, même un peu moins qu'1 an et demi. Et pourtant, il dira jusqu'à la fin de sa vie que son maître, son rave, au-delà de tous les rabbins qu'il a pu avoir avant, son maître, c'est le natif de Vologine. Je veux parler évidemment d'un rave dont on parlera un jour dans notre série. Évidemment, on le gardera pour une occasion spéciale. Et vous aurez compris que ce rabbin, c'est le rave Avraham Yitzhak Cohen Kook. Le Rav Kook va devenir l'élève du natif et en fait, ça va être lui son véritable successeur. Oui, car le Rav Chaim Berlin ne le suit pas du tout. Son fils aîné, il ne va pas du tout dans son... Quant au Rav Meir Barian, au niveau politique, mais il va probablement continuer à prendre un leadership rabbinique. Le Rav Kook va devenir véritablement l'élève du natif de Vologine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va réussir à envoyer cette réalité de la terre d'Israël? Eh bien, c'est très simple. Lorsque le natif veut nous enseigner quelque chose dans sa Torah, il dit tu ne peux pas ne pas mêler l'idée à l'action. On raconte une légende par rapport au natif, comme quoi un jour il aurait eu un rêve, dans un rêve, il aurait eu un ange qui vient lui donner un livre. Et il lui dit lis-le. Le natif lit le livre, le lève, il est expliqué par le livre, et il dit mais enfin, qui a écrit ce livre? Et il regarde sur la couverture, puisqu'on venait de donner un rêve. Et il y a marqué Naftali écrit. Le natif a répondu à l'ange mais enfin, j'ai jamais écrit ça. Et l'ange lui répond et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi ne serais-tu pas celui qui va justement amener un changement, amener une révolution? Eh bien, le natif va l'amener, cette révolution, en écrivant ce livre, en formant des centaines d'élèves, on a dit, mais en formant surtout le Rav Kook, qui va prendre tout simplement le conseil de son maître pour réalité, va monter en Israël et va recréer la yeshiva de Vologine à Jérusalem, où il l'appellera Hayeshiva Amerkazit Haolamit, la grande yeshiva centrale mondiale, Yeshivat Merkaz Harav. Yeshivat Merkaz Harav, c'est la petite sœur de Yeshivat Vologine.
Vous comprenez qu'à l'opposition du Rav Moaliver, qui a sillonné l'Europe pour agir et reconstruire la réalité d'Israël, à l'opposition du Rav Chayal Kalai, qui a couru partout pour apporter quelque chose et les fruits n'ont été vus que plus tard, eh bien le Netziv, lui, ne court pas. Le Netziv va tout simplement planter la graine de ceux qui vont pouvoir agir. Finalement, le Netziv de Vologine, on va dire, va être très très affecté par les... Et finalement, il arrivera à Varsovie pour être soigné dans un hôpital et il mourra. Résultat des courses, eh bien, il est enterré dans le grand cimetière juif de Varsovie. Oui, mais vous rappelez l'homme du Ihoud, de la Hardout, l'homme de la Marloquette, c'est la Marloquette, eh bien, qui est enterré à côté de lui, eh bien, celui qui était avec lui, celui qui était son plus grand détracteur, le mari de sa petite fille, Rabbi Yosef Chaim Soloveitchik, le Reb Chaim, comme on l'appelle dans le monde des yeshivot, Reb Chaim de Brisk, pour nous donner un message fantastique. Et peut-être un message tellement actuel que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le même bord toranique qu'on ne peut pas se respecter et qu'on ne peut pas être ensemble. En bataille, voilà le principal du natif de Vologine, de celui qu'on appelait le papa, enseigné, entre autres choses, nous a enseigné une façon de commencer l'étude de la Torah. Et j'aimerais vous la transmettre parce que j'ai la chance d'avoir étudié comme ça aussi. J'ai la chance d'avoir été l'élève, et d'être toujours l'élève d'ailleurs, du Rav Uri Cherki. Et lorsque je suis arrivé dans le bureau du Rav Cherki, je connaissais rien. Une seconde. Voilà, Exactement, exactement, exactement. Et donc je disais, le Rav Cherki m'a dit, comme je ne connaissais rien du tout, il m'a dit, tu sais quoi, on va apprendre comme le Rav Yitzhak de Vologine a dit d'apprendre au petit Nativ qui avait du mal. Et il m'a dit, on va faire très simple. Tu vas apprendre par cœur, ok? Mais je vais apprendre quoi par cœur? Il m'a dit, tu vas apprendre par cœur, qu'est-ce que c'est le... Alors je lui ai dit, ok, alors je dis, qu'est-ce que c'est Tanakh? C'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dès que on ne t'entend plus. Dommage. Bon, on garde la fin pour la prochaine fois, c'est mieux, hein? Ouais.